C'est bon. Voilà, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes sur une petite visioconférence qui va durer une petite heure maximum, où on va vous présenter un nouveau projet. Déjà, je vais vous donner des témoignages. Une éducatrice, par exemple, qui nous dit: quand je lui ai posé cette question, j'ai compris que j'abordais un sujet sensible. Une chargée de clientèle bancaire qui me dit, à sa manière d'entrer dans le bureau, j'ai pris la mesure de sa colère. Une responsable RH qui nous dit, j'ai compris qu'il n'était pas sincère dans ses propos. Lors de la commission d'enquête, lors des attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, le vigile nous dit, son regard en disait long, je lui ai barré le chemin d'accès au stade. Il a sauvé de nombreuses vies par cette analyse et ce repérage de comportement. Chaque jour, nous percevons des émotions, sans toujours savoir expliquer précisément ce que nous avons observé. Un regard, une posture, une façon de parler, un silence, une tension corporelle ou une manière d'occuper l'espace peuvent révéler une colère, une peur, un malaise, une intention agressive ou une absence de sincérité. Cette conférence propose de mieux comprendre les signaux comportementaux et émotionnels qui influencent nos interactions. Comment détecter une montée de tension? Quels indices observer? Comment éviter les erreurs d'interprétation? Et surtout, une fois l'émotion identifiée, comment se positionner, se comporter et communiquer pour désamorcer la tension plutôt que l'aggraver? Alors pour cela, nous recevons M. Jean-Pierre Vérat. Bonsoir Jean-Pierre. C'est un des plus grands, on connaît un peu le sujet depuis pas mal de temps, c'est à mon sens un des plus grands spécialistes du sujet et dont les concepts sont utilisés et mis en pratique dans de grandes entreprises internationales, mais aussi dans les milieux de l'investigation criminelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le social, par exemple, dans l'animation, dans la médiation. On peut se poser la question, que vient faire Jean-Pierre dans le réseau GESIVI? Alors bonjour. Vous êtes expert en négociation conflictuelle, en management de crise, expert en analyse du comportement observable et en élaboration de profils comportementaux. Alors on va voir un peu plus en détail en quoi cela consiste, mais avant tout, vous êtes issu du milieu des affaires en vente et en négociation. Oui, tout à fait. En fait, j'ai beaucoup travaillé en entreprise, parmi les plus importantes de France. Et j'ai glissé, j'étais d'abord dans la vente, avec une méthode que j'avais déposée et qui existe encore de manière importante. Et puis j'ai glissé petit à petit en gendarmerie, en police judiciaire, où on m'a demandé de travailler, c'était à Fontainebleau, où j'allais tous les mois pour former les gendarmes sur les profils comportementaux dans les auditions qu'ils avaient à faire. Et puis j'ai glissé ensuite sur la négociation. Donc voilà en gros ce que j'ai fait qui m'a amené ici aujourd'hui. Et voilà, et cette image, on l'a tous en mémoire quand même, en Oui. 1995, décembre, et ce qu'on appelle l'assaut. Alors dans ces livres, vous êtes mentionné, parce qu'au-delà de la négociation, vos concepts, on va rentrer dans le détail, sont intégrés dans les modes opératoires de la gendarmerie, Oui, dont le GIGN. En fait, j'ai eu cet honneur parce que j'ai été en fait sollicité par le groupe en 1994. Donc j'étais allé les voir et puis c'est en 1995, après Marignane, que s'est posée la question de créer la cellule de négociation du groupe. Voilà. Et donc c'est là que j'ai travaillé et que j'ai quand même la fierté de me voir maintenant dans ce livre qui est le livre du monde du GIGN. C'est un livre très important qui vient de sortir. Et donc j'ai été cité et j'en suis très touché puisque me voilà maintenant intégré au modèle du GIGN. Voilà. Et vous y intervenez depuis 31 ans. Oui, depuis 31 ans, je suis au groupe et je continue encore aujourd'hui et j'y vais la semaine prochaine. Oui, tout à fait, parce qu'avant cet épisode qui a marqué tous les esprits, la négociation, est-ce qu'elle existait? Comment elle se faisait? De manière empirique.
Et c'est le commandant en second du GIGN de l'époque, le commandant Éric Gérard, qui maintenant est ambassadeur de France au Tchad, qui a dit qu'il fallait créer maintenant un monde de négociateurs capables d'intervenir à tout moment. Et j'ai élaboré la première matrice de négociation du groupe, et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui avec en fait 2 niveaux, la réduction de forcenés, et puis ce que j'ai appelé, qui a été validé, le commerce d'otages. Donc c'est les 2 qui s'appellent QNC1, qualification de crise, et QNC2. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et bon, vous voyez un peu toutes l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, oui. La sûreté ferroviaire, bon, des grosses entreprises, oui, ça j'ai... Gesivi. Alors bon, il y en a encore qui peuvent se poser, pourquoi on s'est rapprochés, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, et vous avez toujours la gentillesse de venir nous aider pour créer ces concepts, pour aider les collègues à mieux gérer les situations de tension. Mais pour basculer dans le social et tout, ces outils sont-ils transposables? C'est ce qu'on aimerait savoir maintenant. Alors en fait, il y a 2 outils fondamentaux dans ces domaines, l'analyse morphogestuelle et puis la négociation. En fait, voici les 3 méthodes que j'ai créées et déposées. La première, c'est la méthode des 3 noms, méthode de formation à la vente, qui en fait s'appelle méthode des 3 noms parce que la vente commence quand le client a dit non, sinon on n'aurait pas besoin des vendeurs. Et donc il y a le nom possible à l'individu parce qu'il ne passe pas. Il y a le nom évidemment à ce qu'il propose, et il y a le nom, il passe très bien, ce qu'il propose est très intéressant, mais il ne comprend rien au contexte. Donc voilà les 3 niveaux. Ensuite, il y a Tina dont nous allons parler, qui en fait a été créée, comme vous allez le voir tout à l'heure, enfin dans peu de temps, et puis l'analyse morphogestuelle. Et l'analyse morphogestuelle, en fait, c'est une méthode que j'ai créée parce que je suis assez hostile à l'excès de lecture, de la gestuelle, on fait ça, ça veut dire ça, enfin, des trucs qui ne tiennent pas debout à la fin. Et j'étais très intéressé par les gestes, mimiques et tout, qui font partie de la personnalité de quelqu'un. Ce qui, en fait, est sa signature corporelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, on a, d'ailleurs, vous allez le voir dans la... voilà, en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs, ce dessin, et en fait, cette vidéo, photo est très bien, c'est qu'il dit, il y a ce que je suis et ce que je montre. Et en fait, il s'est passé que j'ai entendu parler en particulier d'un acteur, c'était à France Inter, et la journaliste disait, il a des gestes qui parlent pour lui, c'est extraordinaire. Et puis je me suis dit, mais il y a aussi les gestes qui parlent de lui, sa signature corporelle. Et l'analyse morphogestuelle est la création de l'identification des personnalités à travers leurs gestes récurrents, à partir de ce qui vous appartient les uns et les autres, que j'ai appelé body speaking, c'est-à-dire le langage de chacun d'entre nous à l'intérieur du body language général. Et évidemment, ça s'est très vite imposé pour travailler sur la manière dont, en négociation, en gestion de crise, on peut observer quelqu'un, évidemment, dans ses gestes sur l'instant, mais aussi quand on a à suivre quelqu'un pendant quelque temps, ses gestes dans le temps. Et c'est là que s'est passée toute l'analyse des comportements, avec en particulier les phases selon leur personnalité. Parce que vous savez aussi bien que moi que dans la crise, personne ne réagit de la même manière. Chacun a une tolérance au stress et une réactivité par rapport aux situations qui dépendent des uns et des autres. Autrement dit, là, il y a une personne qui a les bras croisés, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée à ce que vous dites. Non, ça peut être tout simplement sa zone de confort.
D'accord. Eh oui. Alors, un petit aparté pour les personnes qui nous écoutent. On ne donnera pas la parole. Ils peuvent poser des questions alors, à Margot qui récupère, qui les collationne. Et puis, à l'issue, on fera une synthèse et on vous posera les questions. Alors, en fait, oui, on a là tout le stade d'analyse de quelqu'un. Donc, dès le contact, quand une personne rentre dans une pièce, elle a une manière déjà de se comporter, d'observer l'environnement, d'observer les gens, de s'approcher. Donc ça, c'est déjà très important. Selon d'ailleurs qu'on est extraverti ou introverti, déjà il y a une différence que certains ont du mal à comprendre. Et puis ensuite, évidemment, il y a comment il se comporte dans la communication. Pour ensuite s'intéresser à la manière dont il réagit aux déstabilisations. Et puis après, comment il se comporte par rapport à l'estime qu'il a de lui-même et des autres. Et puis enfin, on observe son comportement général par rapport à son vieillissement. C'est-à-dire que ce qui a été très important, et là-dessus j'ai fait un travail important qui se trouve dans un atlas psychologique du visage, c'est que chacun d'entre nous, on a 6 émotions que tout le monde connaît, les 6 émotions fondamentales, hein, joie, peur, douleur, colère, surprise, dégoût, qui sont la déclinaison de tous, quel que soit le pays ou l'origine. Mais chacun d'entre nous, en fonction de notre éducation, on a reçu ce qu'on appelle les injonctions. Donc, un petit garçon, ça n'a pas peur, ça n'a pas mal, hein. Donc celui-là, ça va donner Jean Gabin, ça va donner Simone Veil, ça va donner Angela Merkel, ça va donner... Ils deviennent ce qu'on appelle des sois-forts. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à ne jamais montrer qu'ils ont peur ou qu'ils ont mal. Il y en a à qui on demande qu'ils soient très précis, qu'ils ne laissent rien passer. Leur terreur, c'est le grain de sable. On va voir un autre type. Il y en a à qui on dit, dès qu'ils sont petits, si tu veux avoir plein de camarades, il faut être gentil avec eux. Et donc, ils ne supportent pas le conflit. Et bref, on a une construction qui se fait, qu'on peut déjà apprécier lorsqu'on voit quelqu'un en négociation, en rapport de force, sur la manière qu'il a d'apprécier les conflits et de les traiter. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça marque le visage. Petit à petit, la personne va avoir une modification de son expression faciale par rapport aux émotions qu'il a le plus habituel d'exprimer, de manifester. Ok. Et vous avez là, ce que je vois sur le dessin quand même, c'est qu'avant tout, c'est pas le problème qui devient, qui déclenche le conflit, c'est une affaire de personne. Ah oui, c'est-à-dire la manière dont la personne intègre le conflit. Et surtout de vil conflit. On parle tout le temps de gestion du stress, qui est un peu une erreur. C'est la tolérance au stress qui est important. Et nous avons, les uns et les autres, suivant notre tempérament, un niveau de tolérance au stress très très différent. Il y en a qui sont comme des chats, il y en a d'autres qui sont plus résistants, en tout cas au premier. Après, c'est une affaire de gestion. Ok. Et donc l'application de ces outils peuvent aider, puisque vous avez formé les trains de Marshall dans la sûreté ferroviaire, par exemple, oui. Certains services très spécialisés oui. du premier cercle, mais également voilà, les applications. En gros, là, on va aller vers la déclinaison de l'auditoire qui nous écoute. Voilà, c'est en fait, qui peut l'utiliser. L'analyse morphogestuelle se scinde en deux. Tout ce qui est observation active, c'est-à-dire tout ce qui est l'observation dans le recrutement, dans les questionnements par rapport aux entretiens d'audition face au harcèlement, etc., où là on a quelqu'un en face de soi dont on observe les réactions. Parce qu'on parle tout le temps d'écoute active, et une écoute active, si on ne comprend pas la réaction que l'autre, au niveau facial et au niveau émotionnel, il nous manque la moitié de l'information. Et puis on a ce qu'on appelle l'observation d'investigation. Celle-là, c'est ce qui se passe, j'ai travaillé pour l'observation dans les aéroports des comportements plus ou moins suspects. J'ai travaillé à la délégation nationale de lutte contre la fraude dans les observations, lorsqu'ils sont en audition.
Et donc là, on a une observation très précise de la manière dont les personnes se comportent. Évidemment, ça va jusque à ce qui est l'observation dans le profilage, dans tout ce qui est public, dans tout ce qui est profil de comportement inquiétant. J'ai travaillé sur l'observation en vidéo, sur protection, sur les personnes que l'on observe. Et malgré l'intelligence artificielle qui, en effet, a codé des comportements répétés qui peuvent donc donner lieu à un rapprochement de la caméra, il y a quand même, à partir de là, est-ce que oui ou non, ce que la caméra a saisi vaut la peine d'être poursuivi ou ce n'est rien. Mais après, il faut interpréter, bien sûr. Donc, l'investigation est extrêmement importante dans les lieux publics, dans les commissariats lorsqu'on voit des gens arriver, dans les trains, dans les avions, enfin bref, partout il faut observer. Et puis dans les villes, la vidéoprotection. Donc voilà, c'est les deux. Et pour rejoindre, pour compléter, d'ailleurs, c'est là où on avait fait un lien, puisqu'on travaille également sur un projet avec une interpellation de la Haute Autorité de Santé sur la contention des malades. Le professeur Marcelli, avec qui vous ferez la présentation sur la contention des personnes en crise en septembre sur Paris, le 24 septembre, il vous rejoint, parce qu'il dit très souvent l'incident, l'éducateur ou l'infirmier crie ou fait exploser la personne parce qu'il n'a pas vu la montée de la colère, et donc il y a une surenchère dans le passage. Oui, tout à fait. Moi, je sais qu'il y a un psychiatre qui me racontait que quand il était interne, il devait aller voir des patients en hôpital. Et un infirmier, qui lui était là depuis longtemps, dit à cet interne, nous allons voir tel malade, vous allez rentrer derrière moi, et si je vous dis de sortir, vous sortez immédiatement. Ah bon? Et donc, l'infirmier rentre, le patient était là, le psychiatre était derrière, et brusquement, l'infirmier a dit, sortez. Il est sorti, parce que l'infirmier savait toutes les habitudes comportementales de ce malade. En particulier, il avait toujours un jeu de cartes. Et si le jeu de cartes n'était pas posé sur la table, c'est qu'il allait faire une crise. Et donc voilà, c'est la connaissance du comportement, d'alerte, les signaux. Alors il y a des signaux faibles que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de parents, pourtant, ils voient brusquement que leurs enfants changent, qu'ils s'enferment dans la chambre, qu'ils parlent moins, qu'ils ont de moins bons résultats. Ah bon? Ils ne s'inquiètent pas une seconde qu'il y a brusquement une déstabilisation profonde de la personnalité. Donc voilà. Alors ça fait que grâce à Gesivi, grâce au GIGN, grâce à la gendarmerie, j'ai beaucoup progressé. Sans vous, sans les autres, jamais je serais à ce niveau. Parce que c'est grâce à vous que j'ai appris tout ça. Nous aussi, on apprend beaucoup, là. Parce qu'en fait, j'ai conceptualisé ce qu'ils faisaient. Mais je n'ai pas leur niveau de compréhension, parce que vous avez l'habitude de voir des comportements en crise très, très, très au-delà de ce qu'il est possible de voir. Mais c'est ce qui nous fait constater qu'il y a des gens qui ont vécu dans la rue, il y a des médiateurs qui travaillent dans des quartiers, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont une capacité à repérer les situations qui est au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est pour ça que votre travail qui se fait actuellement depuis pas mal d'années, de plusieurs décennies, c'est de conceptualiser, de créer une méthode à partir de ce que nous on constatait, voilà, mais qu'on n'arrivait pas à verbaliser, parce qu'il n'y avait pas de grille de lecture. Un comportement dans l'absolu ne veut strictement rien dire. Donc il faut choisir le contexte dans lequel on va l'appliquer. Moi, je l'ai appliqué très vite dans tout ce qui est conflit et tout, parce que j'étais passionné d'histoire et que j'ai vu des erreurs tellement ahurissantes sur l'appréciation de certains hommes
que ça m'a intéressé, que j'ai voulu approfondir ça, et même dans ce qu'on voit aujourd'hui, bien évidemment. Par exemple, les gens ou les journalistes qui parlent de Trump en disant que oui, c'est une vraie girouette, il change sans arrêt. Non, c'est un psychopathe. Et le propre du psychopathe, mais du vrai de vrai, c'est qu'il ne réagit que dans l'instant. Donc il dit ça aujourd'hui, le lendemain il se passe ça, il réagit autrement. Mais il n'empêche qu'il est quand même très continu dans ce qu'il poursuit. Il ne change pas de cap. Et donc voilà. Mais c'est pour ça que on ne peut pas tout voir. Par exemple, moi, une fois, j'ai un officier, un colonel de gendarmerie, me ramène chez moi. Et mon fils était étudiant en médecine, il était avec un camarade, il révisait. Et puis on va dans le jardin, le colonel me dit, ben, il en tient une bonne, le copain de votre fils. Je dis, ah bon? Et je dis à mon fils, il est drogué, ton copain? Non, papa, il a arrêté. Mais moi, en fait, je ne sais pas détecter un drogué. Ça ne fait pas partie de moi, c'est quand même important. Mais je n'ai pas exercé mon œil à ça. Les gens voient des choses très différentes. Vous savez, je vais avec ma famille chez quelqu'un, ma femme va voir, oh, t'as vu les meubles qu'elle avait, ma fille a dit, ah, t'as vu comme elle est bien habillée, moi je regarde des trucs, et mon fils regarde qu'il a une chaîne hi-fi, bon. Mais, par exemple, ce qui m'est arrivé de très amusant, c'est que je vais à New York. L'aéroport de New York, c'est pas You're Welcome, hein. Si vous y avez été, c'est loin d'être You're Welcome. J'arrive dans l'aéroport, et donc je tends mon passeport, et l'œil, au moment de me le rendre, un policier de l'aéroport prend mon passeport et me dit « Suivez-nous ». Je fais « Ah bon ». Je le suis, j'arrive à une salle où il y avait une tribune avec 3 policiers, dont celui qui m'avait interpellé, et puis on était « Viens mon tour ». Il me regarde, il feuillette mon passeport, il me demande brièvement ce que je viens faire. Et puis celui qui m'avait interpellé dit aux 2 autres, en anglais, mais j'ai entendu « Look at his eyes ». Regarde ses yeux. Je regarde, il me regarde. Puis ils m'ont rendu mon passeport. Mais j'ai compris, parce que moi, je travaillais sur les caméras de surveillance un peu partout. Et donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est où est-ce qu'elles étaient. Donc, lui qui était un vrai pro, s'est dit, celui-là, il y a quelque chose. Ben oui. Donc, voilà. Ok. Alors maintenant, après, comment, quand on détecte une tension, comment on peut rentrer dans la... Alors, qu'est-ce que c'est que négocier déjà? Alors, en fait, un négociateur est un spécialiste du traitement des différends. C'est son métier. Le vendeur, c'est quand on lui dit non, l'autre, c'est quand on lui dit oui, mais, et qu'il faut traiter. D'où d'ailleurs cette difficulté du négociateur que, quand il établit le contact, il doit apaiser pour que l'autre accepte le différent, et ensuite, brusquement, il faut lui dire « mais tu n'auras pas ça comme ça ». Donc, il remet une tension, donc la bascule est quand même importante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la négociation, les premières années avec Harvard, c'est le win-win, la négociation raisonnée. Mais moi, ça me contrariait, surtout que le win-win pour les Russes, c'est « donne-moi ta montre en échange de donnerai leur ». Donc, je me disais, et puis surtout, j'ai travaillé dans la grande distribution, et entre les fournisseurs et la grande distribution, le win-win, il n'est pas du tout là. Et donc, j'étais intrigué. Et puis, je lis Le Monde un jour, et je vois qu'il y avait eu un conflit entre Delors et Margaret Thatcher. Et je vois, j'en ai marre de Tina. Et je vois Tina, surnom de Margaret Thatcher, qui dit toujours There is no alternative, I want my money back. Au moins, c'était clair. Et donc, j'ai créé Tina. Donc, j'ai commencé, et puis j'allais tous les ans à la Sûreté du Québec pour les négociateurs internationaux. On avait tous les ans une semaine à passer. Et puis, le dernier jour, arrive un officier américain en grand uniforme. Et c'était le directeur des interrogatoires de Guantanamo, un charmant garçon, et qui nous explique comment il faisait. On avait tous notre petit cahier de stagiaires, de participants.
Et donc je l'ouvre, je note le nom de cet officier, et il commence avec les islamistes. Nous avons eu beaucoup de problèmes parce que l'attention qu'on met sur un Européen n'est en aucun cas celle que l'on met sur un islamiste. Donc j'avais mis tension. Il dit, on a eu un très long travail d'identification. J'ai fait ça, puis là, j'ai eu une poussée d'intelligence. J'ai dit nom de Dieu, et j'ai donc dit tension, identification, neutralisation, action, accord. Et c'est comme ça que la méthode est née. Aussi simple que ça. Et donc je suis revenu, j'avais créé la méthode. Ok. Et d'où maintenant ce transfert de compétences d'observation avec une capacité à négocier. C'est là que j'en suis venu à me dire la chose suivante. C'est que beaucoup de formations à la négociation sont exclusivement psychologiques. Or, quelqu'un qui ne sait pas jouer au bridge, il peut être le plus grand psy du monde, il est nettoyé en 10 minutes. Et donc, c'est indissociable de la technique. Pousser ses pions sans pouvoir les mener avec professionnalisme, ça ne tient pas debout. Et donc, et en particulier, je vois bien dans les auditions criminelles ou partout, ils sont formés pendant des mois et des mois à la technique d'interrogatoire, à la manière de poser des questions d'appât. Et évidemment, vous, en crise, face à la crise, vous avez été formé pour poser des questions à tel moment, etc. Et donc, j'ai dit, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a négociation d'un côté, analyse de la personne qu'on a en face de soi, pour savoir à quel moment avancer, à quel moment il faut poser les concessions et contreparties. Et j'en suis venu à créer le négo-analyste, et qui est maintenant le fondement, parce que il permet en fait aux personnes qui sont formées à la négo-analyse d'être formées d'un côté aux techniques de négociation et de l'autre côté à la manière d'observation pour avancer ses pions. Voilà. D'accord. D'où le programme, un programme qui est présenté ici, hein, vous pourrez le charger sur un flashcode qu'on vous donnera, qui permet si j'ai bien compris, à tout professionnel de voir un particulier, d'observer et d'avoir les propos adaptés pour gérer la situation. Il est clair que le négo-analyste que Zivi est en train de mettre en place en situation de violence, négo-analyste en situation de violence, c'est de manière obligatoire, entre guillemets, mais quand même, ces deux méthodes déposées, la personne est formée à TINA et formée à l'analyse morphogestuelle. Et c'est ces deux méthodes associées, complémentaires et d'égale importance qui font le négo-analyste. Donc ce n'est pas simplement un nom sur lequel on dit voilà, vous allez faire de la négociation, vous allez faire du comportement. Non, c'est une formation très structurée avec les deux méthodes. Voilà les livres qui sont... Alors vous avez une bibliographie qui est assez importante, avec de très beaux dessins. D'ailleurs, il y a des affiches là qui sont offertes. De très très beaux dessins de René Botti, qu'il faut mentionner, qui a fait un peintre assez extraordinaire et qui a été la main de mon œil. C'est comme ça que j'ai mis sur l'atlas psychologique du visage. Il y a également un livre qui est important, où vous êtes mentionné, qui est, à mon avis, la Bible de la négociation, qui est l'atlas de la négociation de situations conflictuelles, où vous êtes largement mentionné. Vous avez des articles avec d'autres comme M. Baroche, qui était lui au niveau du RAID. En fait, j'ai cette chance que je suis cité, reconnu, et quand j'ai été au Canada et que j'ai fait mes conférences, les Canadiens ont fait un livre important pour les forces spéciales, dont nous vous communiquerons les coordonnées si vous voulez, où TINA est reconnue par les forces spéciales canadiennes comme l'une des 3 méthodes au monde reconnues pour traiter des prises d'otages. Donc, j'avoue que
j'ai été une fois de plus très sensible. Alors, on passera un peu aux questions, s'il y a des questions là-dessus. Déjà, on vous met si ça vous intéresse. Alors, déjà, bon, y a-t-il des profilers en France? Et quelle est la différence entre un profiler et un négociateur? Ah non, mais le profiler, alors, d'abord, les profilers, en particulier de la gendarmerie, ils ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent analystes comportementaux. J'en ai fait partie au tout début, puisque j'ai travaillé au tout début à les former en comportement. Ensuite, ils y ont donné moins d'importance parce qu'ils sont lancés dans d'autres approches, mais ils y reviennent obligatoirement. Et donc, les analystes comportementaux, comme leur nom l'indique, ils sont formés obligatoirement aux techniques d'interrogatoire. Et là-dessus, ils ont leur connaissance des comportements. Et d'ailleurs, vous avez, si vous allez sur negoris.com, 2 vidéos sur justement l'approche comportementale dans les interrogatoires. Des docu-fictions d'1 heure faites par la chaîne canadienne Canal D. Et là, vous voyez un peu comment est approché un suspect dans les interrogatoires et comment ils amènent le suspect à avouer en approchant pas à pas. On pourra vous les envoyer en lien. Comme très exactement, ça se passe en négociation, c'est la même chose. On pourra vous envoyer un lien. D'ailleurs, c'est un peu un éducateur qui demande si la démarche parle et en dit long sur la personne. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est son objectif. Comme je l'ai dit, l'analyse processuelle, c'est le comportement d'une personne, de son comportement récurrent, de tout ce qui parle de lui. D'accord. Une question, comment peut-on se couper de la résonance sur notre propre histoire en négociation? Quelqu'un va nous parler, il y a une résonance sur notre histoire. Comment on fait pour dissocier les deux et pour être objectif de la négociation? Alors là, c'est une question particulièrement difficile. Moi, j'ai l'habitude de me méfier de moi. Et donc, la seule chose qui m'importe, c'est d'observer l'autre sans avoir d'effet préconçu, le fameux effet de halo. Et donc, j'observe la personne, je vois comment elle se comporte, et j'essaye de voir à quel moment, par un biais quelconque, je ne sais pas encore lequel, je vais avoir brusquement une prise et commencer à le décortiquer. Mais être objectif est loin d'être évident. Mais en tout cas, on peut tout faire pour s'extraire d'une impression. C'est comme par exemple l'histoire du mensonge, qui est une tarte à la crème dont on entend tout le temps parler, alors qu'à part le nez de Pinocchio, il n'y a pas de geste de mensonge. Il n'y en a pas. Il y a des contradictions entre le comportement et le discours. C'est là qu'on voit que quelque chose ne colle pas. En plus, vous avez des menteurs d'attaque du genre de Trump et du genre d'autres qui, dans des auditions criminelles, sont tellement impressionnants de crédibilité qu'on a tendance à les croire. Mais c'est en vérifiant ce qu'ils disent que brusquement on dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Comme le fameux jeune qui avait tué sa femme, qui pleurait, qui jurait qu'il était... Et brusquement, en allant pas à pas, en décortiquant les faits, ils ont trouvé. Mais sinon, il y en a, vous êtes sûr qu'ils disent la vérité, c'est pas possible. Et le menteur de défense, alors c'est... Il est plus facile parce qu'il est plus gêné, il essaie... Tandis que l'autre, surtout que... il faut savoir que quand un menteur d'attaque est là, il vous regarde droit dans les yeux pour vérifier que vous avalez ce qu'il dit, quoi. Hein. Il vérifie que ça marche. Hein. Donc il ne baisse pas les yeux, lui. Hein. Donc pour ça, il est particulièrement impressionnant. Alors, selon vous, quand vous voulez faire avouer quelqu'un, c'est plus de la tactique ou de la stratégie? Simplement pour vous rappeler que pour un militaire, la tactique est faite pour gagner une bataille et la stratégie, une guerre. Alors à ce moment-là, c'est lorsque je vais le laisser volontairement mentir
Je fais comme si je n'avais pas vu, parce que c'est là que je vais pouvoir avancer. Mais si je lui dis mentez, il se bloque et j'ai tout perdu. J'ai gagné, il avoue qu'il a menti, mais il ne dira plus rien. Donc il y a... et puis en stratégie, qu'est-ce qu'on veut Oui, parce que, par exemple, vous savez bien qu'aujourd'hui, par exemple, dans les crypto-monnaies, tout ce qu'on voit au niveau des crimes actuels, la gendarmerie laisse quelquefois les délinquants s'en aller pour remonter toute la piste. Ils ne les arrêtent pas tout de suite. Et ça, je le vois. Donc c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Alors justement, il y a une question qui nous a été envoyée, qui correspond un peu, qui est en lien avec ce qui a été posé par rapport au parcours que vous avez eu. Est-ce que vous avez quelques exemples, des cas concrets qui puissent expliquer des cas où il y a eu des réussites et des cas où il y a eu un peu, on va dire, des échecs d'approche, de prise de contact, de gestion réelle d'une négociation. Voilà. Est-ce que vous pouvez illustrer de certains cas? Et la deuxième question, ça sera ce slide-là. Il y a des personnes qui demandent un peu des explicitations sur le slide, le regard de ces dames. C'est la même. C'est très célèbre. C'est la même afghane, jeune, et ensuite, 10 ans après avoir été mariée, battue, et avoir... c'est la même. Donc c'est là que le visage parle de la propre histoire de chacun. Il est fréquent dans les portraits robots ou dans les recherches qu'on essaye de voir le visage à différentes étapes pour voir s'il s'est épanoui ou au contraire si la vie l'a éteint. Et on travaillait sur de vrais jumeaux. On les suivait, l'un avait réussi sa vie, avait des enfants, et l'autre avait échoué. Les visages à 40 ans, 45 ans n'étaient plus les mêmes. Et donc, c'est là qu'on analyse le vieillissement, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors oui, il y a des questions où ils demandent beaucoup de cas, d'exemples de cas concrets. Les cas, pour revenir à la question, les échecs que j'ai connus ou que moi-même j'ai commises, c'est d'aller trop vite. On est sûr de notre fait et là on se plante. Et puis c'est surtout la gestion du temps. Que le temps chez moi n'est pas le temps chez vous. Par exemple, si vous négociez avec un Indien, si vous négociez avec un Chinois et tout, là je vais vous dire que vous allez en baver. Hein. Donc voilà, et vous avez des cas de comportement assez extraordinaires. Vous avez Trump qui est un extraverti délirant. Et il y a Poutine de l'autre côté, c'est un introverti marqué. Bon, quand Trump veut imposer à Poutine de prendre une décision, jamais un introverti ne répondra jamais. Donc je me demande où servent les conseils de Trump en disant vous n'y arriverez jamais. Plus on force un introverti à répondre, moins il répond. Donc avec ça, on est quand même avec des difficultés. Des réussites, j'en ai vu évidemment d'extraordinaires. J'ai vu des négociateurs fantastiques, qui me laissaient béat d'admiration. Parce que je sois un bon formateur en négociation est une chose, que j'atteigne le niveau de certains, c'en est une autre. J'ai vu des types, des splendeurs. Il y en a un, je me souviens, il arrivait toujours, il arrivait en grande distribution, il s'asseyait et il disait j'ai vraiment beaucoup de chance que vous me receviez. C'est ah bon, pourquoi? Je suis pas bon, j'ai de mauvais produits, je suis trop cher. Ah là là. Et l'autre disait on n'a pas dit ça. Ah bon? Et il commençait. Oui, ça commençait. Là, ça commençait. Ok. Alors. Une question sur notre, dans le milieu du médico-social. Alors ça c'est vrai, très souvent les personnes lors des formations nous disent les personnes que nous accompagnons n'ont pas accès à la parole. Donc là par exemple, une personne souffrant d'un handicap psychique ou de TSA peut-elle être plus difficile à dépister ou les émotions passent de toute façon? Alors là,
sincèrement et honnêtement, je suis incompétent. Ça dépasse, là c'est pour ça que je travaille avec vous et je travaille avec d'autres, c'est que moi il y a des tas de cas où on me demande mon avis, où j'ai à former, mais moi la première chose que je fais c'est quel est le contexte. Parce que sinon on me dit attendez Jean-Pierre, il faut qu'on vous explique, parce que là sinon ça ne va pas. Et donc il y a des cas où je suis carrément aidé. Et en effet, ça se passe souvent, c'est que la formation de négo-analyste nous donne les démarches, mais ne nous donne pas le contexte. Mais elle peut aider parce qu'on a eu des demandes d'intervention, par exemple, pendant le confinement, auprès de personnes adultes et enfants qui étaient malentendantes. Et ils avaient constaté dans les structures une explosion des agressions, parce que les éducateurs et les infirmiers avaient des masques. Et donc, on s'est aperçu que le malentendant lit beaucoup le visage de la personne. Et c'est pour ça que pendant le Covid, on a interdit aux enseignants de maternelle, aux petits-enfants, de porter un masque. Car l'enfant c'est là qu'il acquiert les mimiques relationnelles, et il n'est pas possible de les priver de ça. Ça crée de graves déséquilibres émotionnels chez l'enfant. Donc il était interdit pour tous ceux qui approchent de jeunes enfants d'avoir un masque. Ok. Comment va se dérouler la formation, hein, il y a des questions au niveau de l'avancée des travaux qu'on fait avec Gésivi. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, alors, tout ce qui est formation au négo-analyste est totalement prêt et peut être fait à n'importe quel moment. C'est une formation de 2 journées, une sur l'analyse morphogestuelle, la seconde sur la négociation. C'est une formation qui est déjà largement pratiquée et donc qu'il est possible d'activer à tout moment pour toute entreprise ou personne qui le souhaite. D'accord. Et au vu des demandes, donc c'est l'objet de votre visite cette semaine sur Gésivi. La deuxième partie sera pour des personnes à titre individuel qui voudraient suivre en e-learning la formation. Mais en fait, ce sont des sujets passionnants, ça apporte énormément, et je suis en dehors de la reconnaissance que j'ai et qui me touche beaucoup, me permet d'aborder avec toutes les entreprises et les personnes leurs problématiques de négociation. Et j'avoue que c'est important de pouvoir travailler dans ces domaines. Et il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Oui, il y a une précision à apporter concernant les tout petits. Oui, les masques, c'était des masques transparents. C'est ce qu'on nous a... et c'est vrai, alors là il y a une personne qui nous dit en maternelle, s'est retrouvée dans le cas où certains endroits ils portaient malgré tout le masque, qui était une nécessité de par la transmission du virus, mais c'est vrai que nous on a constaté que quand on a eu une explosion de demandes à l'issue du Covid, sur des structures qui portaient le masque. En effet, ça a été constaté. Donc très vite, il y a eu des masques transparents pour arriver à... Il fallait concilier les deux, la préservation de ce fléau qui était le VIH, le Covid, et la deuxième chose, c'était avoir toujours une relation avec les personnes, dont les enfants et dont les personnes en situation de handicap. Et en fait, l'observation des personnalités devient très inconsciente. Je ne suis pas toute la journée à regarder, à chercher. Mais je me souviens, je suis allé une fois chercher un de mes petits-enfants à l'école maternelle, et j'avais un pull de la marine. Et il y avait un petit enfant dans un coin, il me regardait, il ne bougeait pas, et puis je viens vers lui, je lui dis « Comment tu t'appelles ?» Il me dit « Je t'aime pas ». Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?»« T'es habillé comme ceux qui sont venus chercher mon papa. » Donc là, c'est là qu'il y a des signaux que nous émettons, dont on doit être tout à fait conscient, parce que regarder l'autre, c'est bien, mais se rendre compte que l'autre nous observe aussi. Et donc avoir un comportement, il faut être authentique. Ce que je recommande dans les négociations, il faut être authentique.
si soi-même on porte un masque, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors tout à l'heure, je parlais de stratégie avec vous, hein, j'échangeais et vous me disiez que ce n'était pas de la tactique, mais de la stratégie. Quand on veut régler un différend, Oui, tout d'un coup va surgir. oui, Bien compris. oui. Et qu'on parle de stratégie. Une stratégie, elle c'est d'abord en hiérarchisant les priorités et en donnant des choix à ces priorités. Voilà, on la prépare, la stratégie. Mais Si moi, je viens négocier, on ne peut pas la préparer si elle est improvisée, comme vous le dites. je vais jusqu'au bout. Oui. Et donc, si cette stratégie, je n'ai pas le temps de la préparer, et au demeurant, je suis face à vous, le différend arrive, et que là, je ne suis pas préparé. Le stress augmente, je ne sais plus dans quel sens aller. Comment on réagit? Non, alors, Oui, alors attends, je vais reformuler la question parce qu'on me dit qu'ils entendent mal. Voilà, donc justement par rapport à la stratégie, en gros, est-il préférable d'avoir une préparation plutôt que d'être un peu poussé qui peut faire émerger une tension émotionnelle, alors, voire le stress. disons que quand on est face à un différend violent qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait une stratégie qui a été définie d'avance. Donc, par exemple, au GIGN, c'est très clair. La stratégie, c'est le dialogue et préserver la vie coûte que coûte. À partir de là, tout est fait pour qu'il y ait reddition. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Donc la stratégie, elle est là. Préserver la vie coûte que coûte. Et à partir de là, des tactiques sont mises pas à pas pour avancer. Et les tactiques demandent, et c'est là que je vous remercie de me le rappeler, demandent justement de l'observation. Ma tactique, elle se fait au fur et à mesure. Je vais changer de tactique suivant le comportement de l'autre, suivant qu'il avance ou pas. Je pense qu'il y a l'environnement aussi qu'il faut prendre en compte, quoi. On arrive à déplacer des personnes des fois de 2 mètres, l'interaction n'est plus la même. Oui, la gestion Et puis, de l'espace. j'ai aussi des gens plus malins que moi. Hein. Quand je suis en négociation, j'ai affaire à des types qui ce sont pas des lapins de 3 semaines. Hein. Et donc, c'est presque moi qui suis en déséquilibre si je rentre en stress. Pour vous, le facteur chance, vous l'estimez à quel pourcentage? Facteur chance. Le facteur chance est énorme et je ne sais pas quelle est la chance. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais simplement que avec le temps, les choses peuvent changer, mais je peux me trouver dans une négociation en fâcheuse posture parce que c'est l'autre qui a les moyens et puis brusquement une chose change parce que j'ai telle ou telle information qui, boum, fait que je peux inverser. Alors, peut-être. Mais on oublie qu'une négociation, c'est pas un bloc. Il y a premier round, deuxième round, troisième round. C'est pour ça que quand on voit que les Américains ont dit ça y est, ils ont été défaits. Non, ils ont fait un truc, ça a loupé, ils attendent le coup suivant. Hein. Tant que ça n'est pas rompu, la négociation a lieu. Mais la négociation peut se faire soit à chaud, mais alors là c'est une négociation très rapide, soit il y a d'abord une phase passionnelle très importante, puis ensuite on rentre en phase d'entendement, où la personne s'est apaisée, commence à mieux raisonner, et là on va pouvoir avancer. La question qui émanait d'un ancien militaire, et la réponse que vous avez donnée, qui vient de la gendarmerie, qui sont des militaires, on s'aperçoit que dans le social ou dans le milieu bancaire, le milieu de la médiation et tout, il y a un concept qui est complètement absent, ou du moins très très peu utilisé, qui est le principe de briefing. C'est-à-dire la préparation avant. La préparation qui est technique, tactique, mais également la préparation mentale. C'est-à-dire que préparer des agents en disant la violence n'est pas une fatalité, et on a peut-être des outils pour se préparer à faire face. Il y a des corps de métier où on s'aperçoit qu'ils sont très demandeurs, comme certains milieux du sanitaire, du social. Et ça, on s'aperçoit que c'est un outil qui permet de s'armer à minima pour faire face à un événement où il y a toujours un principe d'incertitude. Et quelquefois, il y a des trucs extraordinaires qui arrivent. Moi, il m'est arrivé un truc à moi personnellement, que j'ai été réveillé à 4h30 du matin par quelqu'un très proche de moi,
qui m'appelle, qui me dit « Je t'appelle parce que je vais me suicider, je veux que tu appelles le commissariat à 8 heures pour dire que je suis mort et pour préserver ton frère qui était avec lui. » 4h30 du matin. J'étais là, vous vous rendez compte, j'ai ça. Et là, je lui dis « Mais tu ne peux pas faire ça. » Il me dit « Si, je vais le faire. » Mais si tu fais ça, toi qui as pris une assurance vie sur lui, si tu te suicides, l'assurance vie est annulée. Ah bon. Et il ne s'est pas suicidé. Dieu soit loué, il ne savait pas que cette clause ne vaut que pour les 2 premières années. Mais j'ai eu aussi le cas, là pas personnel, d'un prêtre, je ne sais plus lequel, qui s'occupait des délinquants très proches d'eux. Et un jour, il y avait une bagarre entre deux, ils étaient au couteau, ça allait très mal se terminer. Il est rentré, il a dit « Arrêtez, vous allez salir mon tapis ». Ils ont regardé, ils sont arrêtés. Des fois. Alors, on arrive au terme de... Alors, pour le flash code, parce que si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre et on vous enverra les bibliographies, il n'y a pas de souci. Une question dernière que je trouve qui est très intéressante. Est-il possible de décrire comment négocier progressivement le retour au calme, parvenir à convaincre un individu très énervé à se calmer avec une personne en crise qui peut devenir dangereuse et que l'on rencontre incidemment? Alors sur la voie publique, là c'est quelqu'un qui, en dehors du cadre professionnel, le tram, bus, voie publique, sans avoir le temps de bien analyser ni le contexte, ni l'individu, avec seulement un court moment d'observation. C'est-à-dire, voilà, il y a une situation comment... Et son calme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ne soit pas au même rythme. C'est là que je suis très admiratif, et là profondément, sincèrement, par rapport à des gens face à la violence qui restent de marbre. Parce que ça, c'est... Moi, franchement, j'en suis incapable. Donc ça la fout mal. Mais j'ai mes limites. Et il y en a qui sont... Je les vois d'un calme par rapport à d'extrême violence. Et ce calme, brusquement, envahit l'autre. Alors que si on réagit, alors là, c'est foutu. Foutu. En fin de compte, je peux ajouter quelque chose, parce que j'ai vécu des situations très dures. Et je vais vous dire une chose. Quand on a appris à dissocier l'émotion de la solution, déjà, on a avancé. Car en face de vous, vous n'avez pas de l'émotion, vous avez une énigme. Dissocier l'émotion de la solution. Mais c'est pour ça qu'il y a le négo-analyste. Il y a l'émotion et il y a la solution avec Tina. Donc merci à vous. Écoutez Jean-Pierre, on vous remercie. Merci à tous en tous les cas. Bonne continuation et au plaisir de vous lire.